Bonjour à tous et bienvenue pour cette traditionnelle vidéo sur la chaîne qui va regrouper mon flop, donc les 5 lectures que je n'ai pas trop appréciées durant mon année 2023, mais aussi mon top, les lectures qui ont failli frôler le coup de cœur, voire même celles qui le sont devenues. Alors vous verrez, j'ai eu une très bonne cuvée en 2023 parce que le choix aura été très difficile. J'essaye toujours de faire 5 flops, 10 tops, et quand j'ai sorti les tops, j'en avais 12 à la base. Je dis bon, qui c'est qu'on enlève? C'était pas super évident, mais finalement j'ai réussi à faire un bon compromis et je suis très contente de ce petit classement. Je vais commencer par les flops. Alors on va aller quand même, je pense, assez vite de la position numéro 5 à la numéro 1, c'est-à-dire la 5e c'est celle qui aura été la moins pire de toutes, et puis la première c'est vraiment, je pense, la lecture que j'ai le moins appréciée durant mon année. Avant de se lancer dans ce top et flop de l'année 2023, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Il s'agit encore une fois de Ava May, la marque de bougies et de parfums d'intérieur que j'adore. Et alors pour ce début d'année, on est vraiment sur quelque chose de... C'est bon, Noël c'est fini. Et si typiquement vous avez froid chez vous et qu'il fait un peu gris et morne, je peux vous assurer que cette collection va juste être parfaite pour vous. Je pense que déjà là, il y a un petit indice. On est sur les îles Canaries. Alors là, tu veux du soleil, du chaud, etc. Je pense qu'on va être servi. Comme d'habitude, je n'ai pas lu le descriptif des parfums. J'aime bien essayer de deviner, même si j'y arrive jamais, avant de vérifier ce que c'est. On commence avec le très grand format. Oh, j'adore cette couleur. Très océan, avec la Grande Canaria. Alors là, attention. Oh, j'adore. Oh, on dirait un truc un peu comme le Moneuil ou un truc du style, tu sais, ce que tu te tartines. Ah, ça sent trop bon. Alors on a musc et bois de santal, qu'on retrouve quand même assez régulièrement, et sinon il y a tubéreuse, qui est une fleur au goût un petit peu, à la senteur un petit peu miel comme ça. Oh, ah ouais, je me disais j'ai quand même envie de la manger, c'est bizarre, non mais c'est le côté miel. Cette couleur absolument magnifique, c'est une 3 mèches, donc celle-ci, vous l'allumez au milieu de votre salon, je peux vous dire qu'il y a toute la maison qui en profite. Dans la même collection, j'ai ensuite Tenerife. Regardez, celle-ci c'est le soleil, le sable chaud, oh là là. Ah mais ça sent bon aussi. J'avais un peu peur parce qu'en effet le truc Canaries, le chaud, le soleil, moi je suis une fille de l'hiver tu vois, donc clairement c'est pas ça qui me fait le plus envie en termes de mes voyages. Mais alors les senteurs, je m'y vois. Je pense aux gens qui ont un petit peu le blues du mois de janvier. Il paraît que c'est le mois le plus déprimant de l'année avec celui de novembre, non il me semble un truc du style. Je pense qu'avec ça tu déprimes un peu moins quand même. Alors dans Tenerife on est sur bergamote, muguet et bois de santal. Et alors étonnamment, bergamote et muguet, j'aurais pas dit que c'était des odeurs qui se mariaient très bien. Et ben j'adore le mélange. Et on fait un petit tour dans les Caraïbes avec le diffuseur de parfum qui nous emmène à Aruba. Ah mais j'adore la bouteille, elle est splendide. Ce verre un peu fumé comme ça, couleur pêche, c'est splendide. Mais qu'est-ce que ça sent bon, c'est frais. Tu vois, avec ce côté Caraïbe et tout, j'avais peur que ce soit trop entêtant, trop sucré et autres, mais non, pas du tout. C'est des notes très florales, hyper agréables. Donc dans le diffuseur de parfum Aruba, on est sur litchi, magnolia et vanille. Bah tiens, vanille, j'aurais eu un peu peur parce que je trouve que c'est assez entêtant, mais je pense que le litchi et magnolia viennent sauver tout ça et donner justement ce côté très frais, très floral. Oh, gros coup de cœur. Franchement, ça je pense que c'est une de mes senteurs préférées. De tout ce qui a toujours été fait chez Ava May, j'adore, ça sent trop bon. Et si vous aussi, vous avez envie de vous changer les idées, d'avoir l'impression d'être au soleil sans être au soleil, en utilisant le code promo MargotGo, vous avez moins 50% sur toute la boutique, excepté comme d'habitude, vous le verrez avec la petite étoile, sur les bons cadeaux, les offres déjà en promo et les mini bougies. Mais justement, vous avez une mini bougie offerte. Pour votre commande, vous commandez 1, 2, 4 produits, ce que vous voulez, automatiquement vous avez une mini bougie qui vous sera offerte. Donc moins 50% sur tout le site, profitez-en, c'est des vacances pas chères. Donc dans ce flop en 5e position, on retrouve les âges sombres. Et celle-ci je vous l'ai présentée il n'y a pas si longtemps parce que c'était une de mes lectures de novembre, alors c'est encore très frais dans ma tête. Pourtant le bouquin commençait vraiment très bien et j'ai été déçue
finalement de comment la suite de l'histoire s'est déroulée. On est sur une sorte de thriller moyenâgeux, donc quand je vous dis qu'il y avait les codes pour que ça me parle, on était vraiment à fond dedans. Vu qu'on va avoir un mélange entre anciennes et nouvelles croyances, alors que le christianisme essaye de se faire sa place, il y a encore beaucoup de croyances païennes qui elles sont toujours bien ancrées dans un village en Angleterre, et au milieu de tout ça, de tout ce marasme, il y a une communauté de béguines qui essaye vainement de se faire apprécier par tout le monde. Et évidemment ça ne va absolument pas se passer comme prévu. Ce qui m'a un petit peu embêtée, c'est que justement les croyances païennes tout à coup perdent de leur importance et deviennent vraiment très très secondaires dans l'histoire et dans l'intrigue. Tout ça pour qu'on se concentre énormément sur la partie béguinage, qui n'était pas intéressante, mais voilà, il fallait que je mette une 5e place quelque part à quelqu'un. C'était pour celui-ci parce que je trouvais que le résumé m'avait vendu autre chose que ce que finalement l'histoire aura bien voulu me donner. En 4e position, j'ai mis Atlas Six, le premier tome de Olivia Blake, qui lui aussi pourtant franchement j'y allais vraiment de bon cœur. Je l'avais vu dans pas mal de recommandations de gens qui faisaient des sélections pour les gens qui avaient envie de lire des livres un peu plus typés Dark Academia. Vous savez que c'est un style de bouquin, ou en tout cas une sorte de thème dans les livres que j'adore et que je recherche quand même pas mal. Et celui-ci arrivait très régulièrement dans les recommandations. Alors on a ce côté un peu société secrète justement, parce que c'est clairement ce qu'on va avoir. On est dans un monde qui est le nôtre, mais pas tout à fait, légèrement fantastique. Il y a des gens qui ont des pouvoirs magiques, et ces gens-là, ils vont être 6, vont être recrutés par une sorte de société un peu secrète qui permet justement de conserver certains secrets de l'humanité. Tout ça réuni dans une nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Sur le papier, franchement, on y est. Moi j'aime, parce qu'il y a des complots, parce qu'il y a des gens qui vont faire des alliances avec d'autres, puis il y aura des trahisons. Enfin moi franchement je suis friande de ça. J'adore quand on va un peu titiller et aller tirer le plus secret et le plus sombre de chaque humain pour voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour quelque chose. L'histoire est longue. C'est ça qui m'a vraiment déplu et qui me fait le mettre là dans ce flop. Je ne pense pas lire la suite. Tout ça pour qu'on te termine sur un gros twist, sur un grand feu d'artifice qui aurait pu relever le niveau du bouquin, mais pour moi ça n'aura pas été suffisant. J'en attendais vraiment beaucoup plus et j'ai pas eu autant que ce que j'aurais voulu. En 3e position de ce flop, j'ai mis Blood and Honey de Shelby Maureen. C'est le tome 2 de sa série sur les sorcières Serpent and Dove, alors que franchement le premier était incroyable. Enfin, je vous en ai parlé très régulièrement, j'avais vraiment beaucoup aimé Serpent and Dove, mais le tome 2, il est vraiment beaucoup trop lent. Il leur faut la moitié du bouquin pour sortir d'une forêt, pour faire des alliances qui finalement n'auront pas lieu, pour que finalement les gens viennent quand même, mais alors font à l'envers. Enfin, il y a tout ce que j'aime bien pourtant, ben, ça a pas pris quoi. Moi j'ai trouvé qu'il a fallu beaucoup trop de temps pour que ça devienne intéressant, et même ça c'est jamais devenu intéressant. En 2e position, là par contre le 1 et le 2 ça a pas été trop compliqué, même de les mettre dans l'ordre, hein, c'est un peu kiff-kiff on va dire. Il y a Eden de Monica Sabolo, qui là encore une fois, le résumé m'a fait croire à quelque chose qui finalement n'est jamais venu. Pourtant ça partait super bien quoi, encore une fois, il y avait un côté un peu mystique et ésotérique qui était... Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui l'ai mal compris comme ça dans le résumé, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai lu le résumé, avec ce côté un petit peu mystérieux de cette forêt dans laquelle les gens disparaissent et ne reviendraient jamais, etc. Tout ça pour qu'au final, voilà, ce soit pas très intéressant. Donc je me souviens l'avoir lu un petit peu en diagonale juste pour savoir à la fin comment ça se terminait. Et ça va être un peu le cas aussi du premier, c'était Dégel de Julia Phillips, qui là encore une fois, je ne pensais pas que ça allait être construit comme ça, vu qu'on va suivre la disparition de 2 petites filles qui vont être enlevées, et chaque chapitre va se concentrer sur une femme des alentours, voire même très lointaine des fois, de ces 2 petites filles, et presque chaque chapitre est tourné comme une nouvelle. Et moi les nouvelles, je pense que si j'avais su ça au départ, je l'aurais même pas acheté. C'est vrai que moi ce qui me faisait envie c'était que ça se passe très loin dans les côtés presque inconnus de la Russie, qui sont franchement des lieux que je connais très très mal. Il y avait ce côté très dépaysant, très froid, très sauvage presque à certains moments.
mais le fait que ça regroupe des nouvelles, au bout d'un moment certaines je les lisais, je voyais pas le rapport entre l'affaire des disparitions des petites filles et ce qu'elles racontaient. Donc je me suis pas du tout prise au jeu et encore une fois j'ai été très vite à un moment donné et j'ai été vers la fin pour savoir voilà, ce qui était arrivé et ce qui allait se passer pour ces petites filles. On va continuer et s'attarder un peu plus sur le top, c'est quand même ça qui est le plus cool dans ces vidéos, c'est de savoir et de décortiquer lesquels ont été mes préférés cette année. Sur Livre Addict, on peut noter ses lectures sur 20 au niveau des notes. Alors j'ai choisi des livres uniquement classés entre 16 et 20 justement. Alors il n'y en a qu'une seule qui a la note de 16, toutes les autres elles ont au-dessus, donc pour vous dire à quel point c'était des très bonnes lectures. La première, donc celle en 10e position, c'était Les Ombres d'Adelaide Hills de Kate Morton. Voilà, c'était le Kate Morton, tu vois, enfin elle m'avait habituée à d'autres choses, donc je dirais pas que c'est son meilleur. Voilà, c'est pas La Scène des Souvenirs par exemple, qui vraiment pour moi est un des meilleurs de Kate Morton. Mais j'étais tellement heureuse de retrouver Kate Morton cette année en 2023, j'étais tellement heureuse de relire quelque chose d'elle, et puis finalement l'histoire était quand même très bonne, c'était très agréable, que je ne pouvais que le mettre quand même, elle le mentionner dans ce top. Dans cette histoire, on est encore une fois dans ce que sait faire Kate Morton, mais pour la première fois, elle nous emmène en Australie. Et c'était très agréable parce que l'autrice est australienne. Après, comme d'habitude, elle reprend les codes qu'elle sait maîtriser et qu'elle fait très bien. C'est-à-dire qu'on a deux temporalités. Un coup aujourd'hui au présent, un coup dans les années 50-60, là je crois que ça se passe si mes souvenirs sont bons. Il y a eu un fait divers pas très loin de Adelaide Hills justement, et des personnes ont été retrouvées mortes dans leur jardin alors qu'ils étaient en train de pique-niquer. On a presque l'impression qu'ils sont endormis tellement leur mort paraît paisible. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et surtout où est le bébé qui appartenait à la famille et qui n'a jamais été retrouvé? Donc ce que j'ai apprécié dans ce Kate Morton là en particulier, c'est qu'elle a réussi à m'avoir sur une chose, il me semble, que je n'avais pas vu venir. D'habitude, elle a un gros secret et boum, à la fin il est révélé et c'est ça le twist final, tu vois. Et là, ce qu'elle a fait de fort, c'est qu'elle en a mis plusieurs. Il y en a bien en tout cas 2 ou 3 où elle te dit ah, il y avait ça comme secret, tu l'avais vu venir ou pas, mais attends, il y avait encore celui-ci et au final il y avait encore celui-là. Donc j'ai été quand même surprise pour l'un d'entre eux, parce qu'à force je commence un peu à connaître ces ficelles et comment elles fonctionnent, donc ça m'arrive d'être un peu moins surprise qu'avant, c'est sûr. Mais pour le coup, il y en a un des 3 que j'avais pas vu venir et ça c'était vraiment très cool et très appréciable. En 9e position, j'ai mis Tous nos étés de Carley Fortune. Alors celui-ci, clairement, je pensais pas lui avoir mis une si bonne note, mais je me souviens que j'avais passé un excellent moment de lecture durant l'été 2023, c'est vrai. Je l'ai lu en anglais, peut-être que ça a induit un peu ma note à la hausse que si je l'avais peut-être lu en français. Donc en anglais c'est Every Summer After. Là encore une fois j'ai bien aimé la construction de l'intrigue parce qu'on est sur plusieurs temporalités différentes et moi j'adore quand les auteurs ou les autrices jouent avec ça, jouent sur le présent et le passé. Donc là on est sur un duo voire même un trio à certains moments de meilleurs amis d'enfance. Chaque été, elle va passer les vacances là-bas avec ses parents, sauf que l'été de ses 18 ou 19 ans, il se passe quelque chose avec un des 2 frangins avec qui elle est super copine, amie quoi, t'as compris. Et depuis, ils se sont quasiment pas reparlés. Donc on la voit aujourd'hui à la trentaine et tu te demandes mais qu'est-ce qui a bien pu se passer il y a 15-16 ans en arrière. Un chapitre sur 2 plus ou moins, tu reviens en arrière sur un de ces fameux étés, de ses 13 ans à ses 19-20 ans, le jour où tout a pétouillé et où ils ne se sont plus reparlés. Donc moi j'aime bien ça parce que ça rythme vachement l'histoire. T'as quand même ce côté présent où ça avance, ils se revoient, tu sens qu'il y a des petites choses entre eux, tu vois, qui se passent, etc. Mais ils se disent pas les trucs correctement. Puis tu reviens en arrière et là tu vois des choses que t'avais pas vu venir, que tu comprends comment ça s'est passé entre eux, etc. C'était une excellente lecture de vacances. Moi j'avais passé un super bon moment à être avec ces personnages là. En 8e position et donc aussi notée avec la note de 17 dans mon classement, impossible de passer à côté du 22-11-63 de Stephen King que j'étais bien obligée de mettre dans ce top parce que même s'il était énorme, hein, je vous rappelle que c'est un pavé de 1100-1200 pages par là autour, franchement les pages on les voit pas passer. L'histoire est palpitante comme je les aime, on va rencontrer un personnage qui
par un mystère spatio-temporel, quand il met les pieds sur un escalier bien précis, à un endroit bien précis, il disparaît dans le passé. Mais pas à n'importe quel moment, il disparaît toujours à une certaine date de l'année 1959, je crois. Et qu'importe, s'il revient dans le présent et qu'il retourne dans le passé, automatiquement il se retrouvera à cette date, à cette heure, en 1959. Il ne peut pas revenir à un autre moment, c'est là ou rien. Et il a une mission qu'on lui a confiée dans le présent, c'est d'abattre Lee Oswald avant qu'il ne tue Kennedy. Et donc il doit attendre 4 ans avant que la date fatidique n'arrive. Et donc pendant ces 4 années qu'il va vivre dans le passé, et ben on va suivre sa vie. Et c'est vrai qu'au départ je me disais mais ça va être long quand même de suivre ce personnage pendant ces 4 ans, où qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Mais en fait c'était passionnant, et en fait vous savez quoi, j'ai presque préféré le suivre quand il se passe rien, tu vois, quand il est dans ces petites villes des États-Unis dans les années 60, plutôt que le moment un peu plus haletant, un peu plus charnière de quand la date fatidique approche, quoi. Mais franchement, celui-là, impeccable. Moi, alors il y avait tout ce que j'aimais, les voyages dans le temps, le côté intrigue, le côté petite ville, racontage de vie, etc. C'était vraiment pile ce qu'il fallait. Il y avait 2-3 passages sur la politique aux États-Unis qui au bout d'un moment m'ont un petit peu lassée parce que c'est vraiment pas mon domaine et honnêtement ça m'intéresse pas spécialement. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de scènes avec ça que j'ai trouvé super intéressantes, et les 1200 pages tu les vois quasiment pas passer. En 7ème position, alors celui-ci je vous disais, il fallait bien que j'attende le 31 décembre 2023 avant de faire ce top, parce qu'on ne sait jamais, la dernière lecture de l'année peut très bien se retrouver dedans. Eh bien oui. La dernière lecture de 2023 c'était Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict, et carton. Là les 3-4 prochains dans le top, ils ont 18 de notes sur Livre Addict. Et je pensais pas l'aimer à ce point, mais pour moi il avait tout ce qu'il fallait. Le rythme, l'intrigue, ça y va. L'autrice joue avec les lecteurs et fait participer les lecteurs, et moi ça j'adore. On est dans le whodunit le plus pur et simple. C'est-à-dire que on a un personnage, Lily, qui va devoir retourner à son manoir familial. Sa tante Liliana vient de décéder. Et pour savoir qui héritera de la maison entre tous les cousins-cousines, elle a organisé un dernier jeu de piste avant de mourir, qu'elle a donné à ses petites gens à côté. Et ces petites gens doivent faire en sorte que toute la famille, donc les cousins-cousines qui restent, participent à ce jeu de piste pendant les 12 jours de Noël, c'est-à-dire entre le 25 décembre et le 6 janvier. Et chaque jour, un indice leur sera donné, à eux de résoudre l'énigme et de trouver une clé. Celui ou celle qui aura le plus de clés à la fin du séjour pourra tenter de trouver une pièce secrète. Et dans cette pièce secrète se trouvera le testament qui dira qu'il ou elle sera l'héritier ou l'héritière du manoir. Lily de base n'a pas très envie d'y aller, hein. Ce manoir ça lui rappelle beaucoup de mauvais souvenirs, mais il y a quelque chose qui la titille. Elle a quand même une raison, une seule et unique, d'y retourner. C'est de comprendre quelque chose qui s'est passé dans son enfance et dont elle doit absolument avoir les réponses aujourd'hui. Sauf que, pendant les 12 jours, ils sont seuls, tous les cousins-cousines. Et évidemment, il commence à y avoir des meurtres. Et là, il y a tout ce qu'on trouve habituellement dans ce genre de style-là, c'est-à-dire que le manoir est encerclé par la neige, on peut plus sortir, tout est bouclé, impossible de contacter l'extérieur, etc. Et donc, il va falloir mener l'enquête, car un tueur se cache parmi nous. Voilà, et moi, alors, ce genre d'ambiance, j'adore. C'est pile ce qu'il fallait. C'est une excellente dernière lecture de 2023 et j'étais obligée de la mettre dans ce top. En 6ème position, un peu moins bien placé que l'année dernière, j'avoue, j'ai mis le Jusqu'en Enfer de Leigh Bardugo, donc le tome 2 de la saga de Alex Stern, qui était très bon, mais un peu moins que la 9ème maison. Voilà. Mais j'ai toujours autant aimé cet univers, j'aime ce côté mystique et mystérieux, avec un peu de magie, avec des sortilèges et des sociétés secrètes, avec un campus universitaire et avec un personnage dans Alex Stern qui est absolument incroyable et à qui j'aimerais beaucoup un peu plus ressembler parce qu'elle a une répartie du feu de Dieu. Mais c'est un tome 2 donc je n'en dirai pas plus. Si vous avez envie de vous référer à mon top de l'année dernière, j'avais mis la 9ème maison, il me semble, en premier de mon année 2022. Donc ça vous donne une petite idée de... Voilà.
En numéro 5, du thé pour les fantômes. Ça aussi c'est une des lectures que j'ai faites là il n'y a pas très longtemps en fin d'année et qui m'a enchantée. C'est une histoire que j'ai beaucoup écoutée aussi, mine de rien, que j'ai beaucoup fait en audio. Et la narratrice, qui est la même que celle qui fait l'audio de la passe miroir, je le savais pas parce que j'ai pas écouté les passes miroirs mais lu seulement. Et elle a un ton, elle a une voix qui est chaude, enrobante. Tu sais, t'as vraiment cette sensation d'être posé au coin du feu et que quelqu'un te raconte une histoire. C'est exactement ce que j'ai ressenti avec du thé pour les fantômes, avec une intrigue, et il y a un non-réalisme dans cette histoire qui rend l'histoire tellement plausible et réaliste. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire d'autre. J'ai trouvé que c'était onirique. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres termes. On est sur une histoire de sœurs qui ne se sont plus parlées depuis très longtemps. Leur mère vient de décéder très haut dans un petit village du sud de la France. Et l'une d'entre elles va recontacter l'autre pour lui dire voilà, écoute, maman est décédée, mais on a un problème. L'une est sorcière, l'autre est passeuse de fantômes. Et visiblement, il y a un souci, on ne trouve plus le fantôme de leur mère qui vient de décéder. Donc elle va demander de l'aide à sa sœur pour trouver, pour comprendre, pour fouiller aussi dans le passé de sa mère, de leur mère, et savoir qui elle était avant d'être un peu l'étrange, la sauvageonne du village, on va dire. Et il y a tout un rapport au thé, aux théières, aux tasses. Enfin, ça s'appelle du thé pour les fantômes, mais c'est pas pour rien. Voilà, on va dire que celle qui parle aux fantômes peut le faire d'une certaine manière grâce à certaines choses, et ça passe beaucoup par l'art du thé, justement. Et j'ai trouvé que le tout se mélangeait tellement bien, que c'était tellement malin et une bonne idée de faire s'associer ce genre de choses-là. Moi j'ai passé un moment divin à lire ce bouquin-là, c'était juste une ambiance absolument parfaite. En 4e position, et alors celui-ci aussi c'était impossible que je ne le mette pas, donc toujours avec 18 comme note, j'ai mis La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Donc Leçon de chimie de Bonnie Garmus. Je viens de terminer la série télé avec ma maman qu'on a adorée, bien évidemment. Cette histoire, je l'ai lue l'été dernier ou le printemps dernier et absolument, absolument formidable, vraiment. Je l'ai trouvée parfaite avec la bonne dose de tout. On se retrouve dans les années 50 aux États-Unis. Elisabeth Zott, elle est chimiste, enfin laborantine malheureusement, parce qu'elle ne peut pas vraiment prétendre à plus vu qu'elle a eu des problèmes pour terminer ses examens, on va le dire comme ça. Alors elle se retrouve un peu à devoir faire le café pour ces messieurs dans un grand laboratoire, mais elle est quand même laborantine, donc elle fait quand même des recherches, etc. Et un jour elle va rencontrer Calvin Evans, qui lui est vraiment le chimiste de ce laboratoire. C'est genre tout le monde est absolument fan de son travail, de sa manière de travailler, tout ça c'est lui qui amène beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui décident d'investir pour ses recherches, etc. Et les deux, au début ça matche pas du tout, et finalement ça va matcher. Sauf qu'on va retrouver Elisabeth Zott des années plus tard, et tout à coup, un peu sans que tu comprennes pourquoi au début du bouquin, elle est en train d'animer une émission de cuisine. Voilà. Comment elle en est arrivée là, pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie entre les différents moments, tu vois, que tu chopes au début. J'ai tout aimé, que ce soit la construction du bouquin, les thèmes abordés, ce que Elisabeth Zott va essayer d'inculquer et d'apprendre aux femmes à travers son émission de cuisine. Le fait que ça se passe dans les années 50-60, donc c'est encore plus dur qu'aujourd'hui, tu vois, forcément, de te faire ta place, de ne pas juste être la jolie potiche de service qui ne sert à rien. Tout était nickel dans ce bouquin. J'ai passé un succulent moment, c'est le cas de le dire. Et vraiment, très gros coup de cœur. Je l'ai trouvé magnifique. Voilà, criant de vérité. Il y a des moments où tu es en colère, évidemment, parce que tu te dis mais c'est pas juste, ça doit pas se passer comme ça. Et il y avait autant des moments très tendres et très drôles aussi par rapport à tout ça. Et qu'est-ce que j'ai eu faim pendant ce bouquin. Oh là 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 là, elle a l'air de faire à manger, mais comme une déesse. Et je peux vous dire rien que d'en parler, j'ai la dalle. On arrive dans le top 3, donc là on est sur des notes de 19 sur 20 et le premier c'est le seul de l'année je crois à qui j'ai donné 20 sur 20. Donc c'est pour vous dire, je check quand même un petit peu ce que je mets comme note, chose que je ne faisais pas spécialement avant quand je terminais une lecture sur Livre Addict, je ne notais pas forcément ma lecture. C'est quelque chose que je commence à faire de plus en plus et à la fin pour faire mon top ou mon flop ça m'aide quand même pas mal, je me rends compte. Le top 3, on est sur In the Company of Witches de Aurelie Wallace, que j'ai lu cet automne.
c'était la lecture doudou et cosy par excellence. Alors je suis désolée, ce titre n'existe pas en français pour l'instant, en tout cas au moment où je vous tourne cette vidéo. Peut-être que dans un futur proche, ce sera chose faite. C'est tout ce que je vous souhaite honnêtement, c'est de découvrir ce texte qui mélange, on va dire, les ensorceleuses, donc Practical Magic pour ceux qui voient, et Gilmore Girls, on pourrait dire un petit peu ça, parce qu'il y a le côté magie, sorcellerie, maison de sorcière et tante un petit peu étrange. Et de l'autre côté, il y a le côté petite ville où tout le monde se connaît et où tout le monde s'apprécie quand même, mine de rien. Sauf que dans ce joli mélange un petit peu fantastique, on va avoir aussi un meurtre. Car la maison des sorcières est en réalité un bed and breakfast et l'une de leurs clientes vient de passer l'arme à gauche. Qui a fait le coup, pourquoi, et donc là on va avoir justement tout ce côté très intrigue, très cozy mystery, là en l'occurrence c'est vraiment très cozy mystery. Et alors de mon point de vue, de mon côté, ça a été mais alors un carton plein. Le mélange de tout ça c'était juste parfait, et je vous le disais au moment où je le lisais, je trouvais que l'autrice pour une fois avait donc décidé de mettre son action en plein mois d'octobre. Évidemment on est vraiment dans un truc très sorcière, automne et tout, mais tu sens que la saison a un réel impact sur l'histoire. Souvent j'ai l'impression que les histoires, tu le sais, se déroulent à telle ou telle période dans l'année, mais voilà, on n'en parle pas plus que ça. Et là il y a beaucoup de références à l'automne, à tout ce qu'on aime durant cette saison, à l'air frais le matin, aux feuilles qui changent de couleur, enfin j'ai trouvé vraiment qu'elle incluait cette saison énormément dans son histoire et que ça apportait vraiment un côté mais autumn vibes par excellence, c'était juste parfait. Et il y avait vraiment tous les ingrédients qu'il fallait, le côté magique, le côté mystère, c'était vraiment nickel et j'ai adoré cette lecture. Voilà, je me revois encore la lire et vraiment me sentir mais doudou à l'intérieur. Waouh, parfait. En deuxième position, toujours avec une note de 19, j'ai mis Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire, mais qu'est-ce que j'ai vibré pour cette histoire. Oh là là, j'ai été tellement étonnée et tellement heureuse d'aimer ce livre. Parce que celui-ci, il faisait un peu partie de ces livres que je me tâtais à lire parce que j'en avais vu tellement des bons avis que je me suis dit, ouais, bon, mais il suffit que, tu vois, il y a eu tellement des bons avis, tellement des bons échos que ça va peut-être me passer un peu au-dessus, quoi. Et que moi, je vais trop en attendre et puis je vais passer à côté. Non, heureusement pour moi, je ne suis pas passée à côté. J'ai plus qu'aimé ma lecture. Evelyn Hugo, c'est un grand nom du cinéma. Elle a tout fait. Et avant de gentiment, bah, elle le sait, elle est vieille et tout, et que ce soit trop tard, elle demande à une personne en particulier, une très jeune journaliste, de faire sa biographie. Voilà, la jeune journaliste comprend pas parce qu'elle est un peu personne dans le journal où elle travaille, mais Evelyn Hugo la veut, elle, point barre. Elle veut en faire un bouquin, pas un article dans son journal People, là pour lequel elle bosse. Donc, ben, elle l'invite un petit peu chez elle tous les jours et elle va lui raconter sa vie à travers ses 7 mariages. C'est pour ça que ça s'appelle Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et à travers ces 7 mariages, tu te rends compte de l'importance et du courage et du parcours de cette femme qui s'est fait un nom dans un milieu quand même très compliqué. Je n'en dis pas plus parce que vraiment j'ai vibré avec Evelyn Hugo. C'était parfait. Je me suis laissée embarquer dans ce côté un peu âge d'or d'Hollywood, avec toutes ces paillettes, avec tout ce champagne, avec toutes ces robes, et en même temps tous ces faux semblants, et aussi ce côté très authentique finalement que les gens, je pense aussi comme Evelyn Hugo, recherchent chez les autres, hein, chez leurs semblables, de savoir que tu as un groupe de gens à qui tu peux faire confiance, avec qui tu peux être toi-même, vivre la vie que tu as décidé de mener hors des caméras, des paparazzis et des tabloïds. Oh, j'ai vraiment été embarquée avec Evelyn et j'ai passé un excellent moment avec elle. Et mon number one. Celui-ci, du moment que je l'ai terminé, je savais qu'il allait être très bien placé dans mon top. Je l'ai lu très tôt dans l'année 2023. Donc je ne savais pas s'il y allait en avoir un autre qui allait lui piquer la première place. C'est le seul qui a 20 sur 20 de toute mon année. Donc c'est pour vous dire, je suis quand même très... Voilà, pour moi 20 sur 20, c'est le coup de cœur absolu.
point barre, tu sais, enfin il y en a pas, tu peux pas faire autrement. C'est Le Paradis blanc de Christine Anna. Ce livre, c'est juste une flèche en plein cœur. Ce livre, c'est toutes tes émotions mis dans une boule à neige et ensuite on secoue comme ça. Et dès que enfin tu crois que c'est terminé et que la neige s'est posée, non, il y a quelqu'un qui revient et qui resecoue la boule à neige. On va rencontrer une jeune fille qui doit partir en Alaska avec ses parents, enfin c'est surtout son père qui veut partir en Alaska, parce que sa famille, ils ont des dettes et tout, ils s'en sortent pas. Puis son père, il est sûr, il va pouvoir commencer une nouvelle vie. En rentrant de la guerre, c'est juste après le Vietnam, donc tu vois, il est encore un peu traumatisé et tout. Et évidemment, il est pas, quand il a bu ou autre, il est pas très sympa avec sa femme et sa fille. Donc il promet, on part en Alaska les filles, et avec ça je vais devenir un autre homme. Et vous verrez, je serai gentille, je vous taperai plus, et je serai sympa, et je serai plus en colère, etc. Puis on va faire une nouvelle vie, on va pouvoir vivre par nos propres moyens et tout et tout. Donc il y croit vraiment. Bon, toi t'y crois pas trop, hein, évidemment quand je te raconte ça. Ils arrivent en Alaska, préparés comme des Californiens quoi, donc pas préparés du tout. Et heureusement ils vont tomber dans une communauté où les gens s'entraident beaucoup. Hein, voilà, il n'y a pas trop le choix, on est un peu dans un endroit où il n'y a pas grand chose à des kilomètres à la ronde. Donc si t'as envie de survivre, ben t'as quand même intérêt à être vachement bien préparé quoi, à savoir chasser, à savoir préparer ta chasse, à savoir faire des réserves pour le bois, que ce soit ta maison, etc. Elle doit quand même être équipée, et faut pas te louper quoi. Et sauf que bien évidemment, le côté gentil papounet qui tape plus personne, ça a pas duré bien longtemps. Hein. Du moment que il a un petit coup dans le nez, que ça se passe pas exactement comme il avait prévu, que les gens essaient de lui venir en aide alors qu'il a sa fierté en mode genre non non non, moi c'est bon, vous verrez, je m'en sors très bien tout seul. Il part au quart de tour, comme par hasard. Et nous on va suivre cette jeune fille. Et j'ai vraiment envie de vous en dire le moins possible parce que je suis passée par tant d'émotions. Si vous saviez, c'était mes... rien que d'y penser comme ça, j'en ai un peu là, tu sais. C'était beau. C'était beau, c'était le froid, c'était la neige, c'était l'amour, c'était la jeunesse, c'était l'amitié. C'est des gens qui essaient de s'en sortir coûte que coûte, qui se laissent pas abattre par la vie. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis, mais alors, complètement laissée avoir. En même temps, Christine Anna, c'est celle qui a sorti Firefly Lane. Et je n'ai pas lu Firefly Lane, mais j'ai vu la série et à la fin j'étais en larmes, et à la fin du bouquin j'étais en larmes aussi, enfin je veux dire, incroyable. J'ai passé un superbe moment et je vous dis, rien que d'y repenser comme ça, ouais, j'ai pas les larmes qui me viennent, mais je pleure pas beaucoup en bouquin, je pleure beaucoup plus facilement avec la télé par exemple, mais en livre c'est dur de me faire pleurer, tu vois. Mais là, j'y suis allée de ma petite larme là pour celui-ci. Donc voilà pour mon top 1 de 2023, ça ne pouvait pas être un autre. Et je suis très contente de l'avoir lu assez tôt dans l'année. Je me dis, celui-là, il va falloir se lever tôt pour le dépasser, tu vois. Et en effet, aucun a réussi. Comme quoi, hein. C'est comme ça. C'est ainsi que s'achève mon top et mon flop de l'année 2023. J'espère que de votre côté, vous avez fait aussi d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je ne sais pas quel a été vraiment votre coup de cœur numéro 1 en 2023. Peut-être que je l'ai lu, peut-être pas. Et comme ça me permettra de comparer, de peut-être en noter un ou deux, à la rigueur s'il y en a un ou deux qui me titillent comme ça parmi vos propres coups de cœur, ça me ferait plaisir de les connaître. Je vous souhaite d'excellentes lectures en 2024. Alors on se retrouvera début 2025 pour savoir quelle lecture cette année j'aurais préférée et lesquelles au contraire ne m'auront pas trop plu. Ça arrive. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.